Bonjour et bienvenue sur votre web TV, l'Arcom TV. Nous sommes aujourd'hui sur le sujet du Gadiaga, précisément le village de Lani. Un village saracolé meurtri par une lutte d'esclavage. L'on se croirait, n'est-ce pas, aux temps immémoriaux, au temps de la traite négrière. Notre équipe s'est déplacée sur les lieux précisément à Lani. Alors, nous avons été témoins d'une scène de désolation, d'une scène humaine. Nous nous sommes promis de faire parler tout le monde, aussi bien que ceux qui sont compris comme des victimes, que ceux qui sont tout simplement compris comme leurs bourreaux. Le micro est à vous. Pour cela, nous avons approché un homme qui n'est pas le moindre. Il s'agit de Maître Mohamed Ali Bathily, qui est autochtone du Gadiaga, comme on le sait, sans langue de bois, tout simplement exprimé pour éclairer la lanterne des téléspectateurs. Suivons ensemble cette interview exclusive. J'ai entendu un message on ne peut plus pessimiste, parce que vous savez que toutes nos sociétés traditionnelles tiraient leur force du bon fonctionnement des institutions qui les régulaient. Dans n'importe quelle société, il y a des institutions de régulation. Dans la République, dans les sociétés traditionnelles, il y a des institutions. Et dans le Gadiaga, ces institutions, on les a nommées. On a dit l'institution des marabouts, les moris, l'institution des mangués, l'institution des sakés et l'institution des chefs de village. Voilà les différentes grandes institutions qui veillaient sur le bon fonctionnement de la société et du vivre ensemble dans l'harmonie, la compréhension, la fraternité et le partage. On m'a d'emblée de jeu fermé toutes les portes en me disant aucune de ces institutions ne marche. En tout cas face au problème qui leur est posé en ce moment, le problème de l'appellation esclave. Car précisons les choses, la pratique elle-même de l'esclavage n'existe pas, c'est l'appellation esclave qui existe. On a beau dire, personne ne travaille pour le compte de quelqu'un d'autre. Chacun garde le produit de son travail et on est entièrement libre. Mais lorsque certaines circonstances arrivent, les mariages, les baptêmes, les décès, on retourne dans les rôles anciens qu'on avait dans la société. Et à l'occasion de ce retour, l'appellation esclave apparaît. Non pas la pratique, mais l'appellation. Il y a des pratiques qui sont, peut-être, vous allez égorger un mouton, mais comme ils le disent, le jour où chevaux, lorsqu'on vous appelle esclave, vous avez un baptême aussi, les autres vont égorger votre mouton. Exactement comme vous allez égorger leur mouton. Donc, les tâches se répartissent de façon égale en réalité. Mais il n'y a pas d'exploitation liée à cette appellation d'esclavage, d'esclave. Il n'y en a pas. Pas d'exploitation économique, physique de la force de travail. Donc ça n'existe pas. Il y a aussi quelques limites qu'il faut reconnaître. On va vous refuser de vous donner en mariage la fille d'un voisin, même si les deux jeunes s'aiment. Le père de la fille pourrait vous dire, je ne vous donne pas ma fille parce que on n'est pas de la même extraction sociale. On pourra vous dire que vous ne serez pas chef de village, vous ne serez pas imam. Il y a des choses comme ça. Surtout pour le mariage. Sinon, l'institution du chef de village, je ne sais pas, même tous ceux qui se disent nobles qui deviennent chefs de village, c'est souvent confié à des familles depuis le temps. Donc il faut être de cette famille, c'est tout, et ce n'est pas lié à un statut de noble ou d'esclave. L'imama aussi c'est pareil. On a des noms sur lesquels nous nous sommes portés pour dire que les imams viennent de là.
C'est pas, les autres peuvent être des érudits en arabe. Ils peuvent avoir des doctorats en arabe, mais c'est pas ça la question. La question est que l'imam va appartenir à telle famille ou à tel nom dans la société. Bon, ça c'est des pratiques qui sont liées à ça. Et à mon avis, ça relève tous d'une certaine forme d'organisation de la société qui avait lieu dans le temps et qui continue par moment à gérer la société actuelle. Par moment, je dis bien, mais pas toujours de façon heureuse. Quand j'ai été au Gadiaga, on m'a dit les imams n'ont pas pu régler le problème. Les mangués, qui sont des autorités de médiation traditionnelle, n'ont pas pu. Les sakés non plus, qui s'occupent un peu de l'histoire et j'allais dire la généalogie des familles, ils n'ont pas pu. Les chefs de village, on ne les écoute plus. Alors j'ai posé la question, si aucune de ces institutions ne fonctionne, aucune, où est le Gadiaga? Est-ce qu'il reste un Gadiaga encore? Il reste un ancien territoire du Gadiaga. Mais aucune structure du Gadiaga réellement ne fonctionne. Ni les marabouts, ni les chefs de village, ni les sakés, ni les manguis. Parce qu'eux-mêmes disent, Mohamed Ali, nous avons échoué. On vous donne le Gadiaga, réglez-nous ce problème. Ah, moi je dis non. Si vous avez échoué tous, il n'y a plus de Gadiaga, donc vous ne m'avez pas donné de Gadiaga. C'est pas vrai. Alors j'ai dit, mon analyse me conduit à dire ceci. Les problèmes qui sont posés à l'heure actuelle sont des problèmes de notre époque. C'est des problèmes qui sont nés parce que l'époque a changé. S'il y a des gens qui se ressentent des frustrations, et c'est légitime, il faut les comprendre, parce qu'on les appelle esclaves, eh bien, ils ont le droit de le poser. Est-ce pour autant, si on le pose, qu'on doit se massacrer? Je dis non. Je dis posez les problèmes. Révisitez vos institutions. Reprenez vos responsabilités dans la société. Moi, je ne vis pas au Gadiaga. Je n'y ai jamais vécu. Mais vous avez vécu autour de ces institutions. Le problème est que ces institutions sont mortes, c'est pas par la question, sont mortes. C'est pas par la question de l'esclavage. C'est faux. C'est pas l'esclavage qui a empêché les marabouts de gérer le Gadiaga. C'est pas la question de l'esclavage qui a empêché les mangués de jouer le rôle de médiation. C'est pas l'esclavage qui a empêché les sakés de jouer leur rôle, ou les chefs de village. Ça veut dire que Gadiaga, en tant qu'institution, n'existait pas réellement, avant même cette question. Qu'est-ce qui a fait que le Gadiaga a perdu de sa force? Ce sont ses propres enfants qui sont allés en France, qui vivent en France, qui sont des immigrés. Et lorsque ces enfants arrivent en France, qui commencent à gagner quelques zéros à la fin de chaque mois, ils se sentent tellement riches qu'ils imposent partout dans les villages leur point de vue et la façon dont ils entendent que le pays soit gouverné. Si bien que les marabouts ne gouvernent plus, les mangués ne gouvernent plus, les sakés ne gouvernent plus, le chef de l'État n'est qu'une figuration. Même dans la famille, les chefs de famille, c'est de la figuration. Les vrais chefs de famille sont ceux qui sont en France et qui envoient de l'argent. C'est eux qui ont les moyens économiques et c'est eux qui dictent comment les choses doivent marcher dans les Gadiaga. Alors, si, dans n'importe quel pays du monde, si vous laissez tout, absolument tout à la disposition des jeunes, que les vieilles personnes, les personnes âgées s'écartent, n'arrivent plus à assumer leurs propres responsabilités, et que seul le discours jeune est écouté, entendu et appliqué, eh bien, il faut très peu de choses pour que les jeunes, en cas de désaccord, en viennent à la violence. Et c'est ce qui arrive au Gadiaga. Cette violence, elle est transportée de la France sur le territoire du Gadiaga. Les conflits commencent en France entre les jeunes là-bas, qui disent qu'ils sont des nobles, et d'autres jeunes qu'on veut traiter d'esclaves. Ce n'est pas nous ici, c'est eux là-bas. C'est les jeunes qui commencent. Ils transportent les problèmes
au pays. Ils viennent pour créer les problèmes au pays. Ils cotisent de l'argent pour venir investir cet argent dans la création des problèmes, des difficultés pour vivre ensemble. Et on se retrouve devant les tribunaux, et on se retrouve devant les avocats, et on pense qu'on a de l'argent, qu'avec de l'argent on peut tout régler. Puisqu'ils savent que l'État du Mali est faible sur ce plan, et que la corruption aidant, ce n'est pas la loi qui s'applique, c'est la loi de l'argent qui s'applique. Voilà, ce n'est pas la loi de la République, mais la loi de l'argent. C'est pourquoi Gadiaga est à feu et à sang. On dirait qu'aucune des institutions de la République du Mali qui se trouve dans la région de Caille ne peut régler ce problème. Laissez-moi dire en ce moment, est-ce qu'il y a un Mali là-bas? La question, je me le pose. Est-ce qu'il y a un Mali là-bas? À quoi sert le gouverneur? À quoi servent les préfets, les sous-préfets? À quoi ça sert tout ça? Des enfants qui viennent narguer le pays, la République, leur propre famille, leur société, parce qu'ils ont ramassé quelques zéros en Europe, ils débarquent au Mali, ils font ce qu'ils veulent. Voilà ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de brûler le Gadiaga, juste pour une question d'ego. Je veux exister et démontrer que je suis le plus fort. Sinon, si c'est des questions de vivre ensemble, nos arrière-grands-pères ont vécu ensemble. Nos aïeux ont vécu ensemble. Tout a un commencement et une fin. Tout a un commencement et une fin. Souvent, je leur pose la question. Mais vous qui allez en France, là, vous avez été traité d'esclave aussi à un moment dans votre vie. On est venu acheter des esclaves ici, on les a envoyés en Amérique. Vous serez restés... Vous êtes donc des esclaves éternellement. Vous avez été colonisés, donc vous êtes décolonisés éternellement. Tout cela a commencé, ça a pris fin. Pourquoi ça ne prendrait pas fin chez nous? Ce qu'ils veulent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je ne peux pas parler avec leurs mots ni leurs pensées. Je parle avec mes mots et mes pensées. Je suis en train de vous parler. Vous ne me dictez aucun mot ni aucune pensée. Vous pouvez prendre ma pensée après, aller lui coller le sens que vous voulez. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est de la mauvaise foi. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, toute cette histoire, finalement, je m'apprêtais à dire qu'elle était inutile. Mais je dis, mais non, une fois qu'elle a été faite, une fois qu'elle a lieu, on doit en tirer les conséquences. On dira que ceux qui ont tort, ceux qui ont raison, ont raison. Mais le but de toute histoire, c'est finalement d'éviter des histoires. En fait, c'est ce que ça veut dire. Vous vous êtes battu, vous vous êtes blessé, vous êtes devant les tribunaux. Arrêtez maintenant et que cela vous serve de leçon. Mais pas pour faire de nouvelles histoires. Pour arrêter les histoires. Au moment où vous avez fait les histoires, ce n'est pas important de savoir qui a raison, qui a tort. Mais après, arrêtez-vous, comprenez-vous, tirez les leçons de toutes ces histoires et sachez que nous sommes condamnés à vivre ensemble. C'est tout ce que ça veut dire. Mais vous savez, il y a un proverbe qui dit que, c'est un proverbe chinois, que si vous montrez la lune à un imbécile, vous le pointez avec votre doigt, après vous demandez à l'imbécile, est-ce que vous l'avez vu? Il va dire oui. Vous lui demandez, qu'est-ce que vous avez vu? Il va dire votre doigt. Ce n'est pas la lune qu'il a vu, c'est votre doigt. Alors, donc si vraiment je pèse mes propos, il y a des imbéciles qui interprètent ça comme ça, eh bien, ils peuvent mourir imbéciles, mais ce n'est pas ce que moi je voulais dire. Okay. Voilà. Le message est vraiment bien... C'est très clair dans ma tête. Hein. N'importe qui veut prendre ça pour justifier son action, pour moi, c'est un imbécile, et j'allais dire congénital. Il ne peut pas évoluer, c'est tout. Ça, monsieur Sissoko. J'aurais pu être Sissoko et parler comme je parle. Je suis né Bathily, je n'ai pas demandé à l'être et je ne suis pas dans un conflit de Bathily. Il y a des Bathily qui se battent, ils ont leurs raisons de se battre que je ne partage pas. Ok? Mais ce n'est pas une histoire de Bathily. C'est une histoire tout simplement de rapport de force économique entre des jeunes qui veulent montrer qui est le plus fort.
C'est pas une histoire de Gadiaga. Si on aime Gadiaga, on ne se bat pas comme ça. Si on aime Gadiaga, on ne se blesse pas comme ça. Si on aime Gadiaga, on ne va pas s'humilier comme on s'humilie. Cette question de l'esclavage, M. Sissoko, dites-moi, quelle est la partie du Mali où l'appellation esclave n'existe pas? Quelle est la culture du Mali où l'appellation esclave n'existe pas? Dites, il n'y en a pas. Vous avez déjà entendu que les autres en ont fait une histoire comme celle-là? Vous avez entendu qu'ailleurs au Mali, on est en train de s'humilier comme on s'humilie au Gadiaga? On ne peut même pas parler au Gadiaga. On se parle à travers les réseaux sociaux. Les personnes âgées n'ont plus la parole au Gadiaga. La parole du Gadiaga se trouve sur les réseaux sociaux. Donc ce n'est pas une question de Bathily, c'est des gens qui n'ont rien compris à leur propre histoire. C'est tout. Je ne dirais pas que c'est eux qui sont venus me voir, mais un groupe de jeunes est venu me voir. C'était pourquoi? La première histoire où on a arrêté le chef de village, c'était dans mon village. C'est le village de mon père. Le chef de village qu'on a arrêté, c'est mon cousin. Donc, ils sont venus me voir, venant de France, pour que je les accompagne à Gadiaga. Je vais même dire quel est le sens que j'ai compris dans cette visite-là. Il y avait beaucoup de visées là-dedans. De non-dits. Il y en a qui partaient faire leur campagne pour être députés. C'était bon d'amener Mohamed Ali Bathily et de faire croire au Gadiaga, tu vois, si nous on va le chercher, il vient. Il y en a qui se sont dit, si on arrive à l'amener, on va dire qu'il est de notre côté forcément. On va le ranger dans notre camp. J'ai dit non, je ne vais pas. J'ai refusé de les suivre. J'ai refusé. Je l'ai dit à Gadiaga. Quand on m'a invité là-bas, j'ai dit non, j'y vais pas. Mais les jeunes qui sont venus me voir, c'est des gens qui ont collecté de l'argent en France pour venir mettre le feu au Gadiaga. Ils n'ont pas pris de l'argent pour développer le Gadiaga, pour aider les pauvres du Gadiaga, pour aider à résoudre quelques problèmes au Gadiaga. Ils ont pris de l'argent pour venir se battre. Moi je dis c'est financé à la fois par la diaspora des deux côtés. Ceux qui disent qu'ils sont Gambana, ils sont financés aussi. Ils vont manger. Je ne savais même pas que Gambana existait à l'époque. La première fois que j'ai vu et entendu parler de cette esclave, de cette histoire d'esclavage, ça ne s'appelait pas Gambana, ça concernait les Soninké du fleuve en Mauritanie. Et j'étais à Bruxelles comme par hasard avec une avocate du nom de Suzanne Delannoy, qui appartenait à Avocats sans frontières, et j'ai travaillé avec elle au Rwanda. Je suis arrivé de Kigali, je suis descendu à Bruxelles, et le temps que je prenne l'avion l'après-midi, elle m'a invité à aller à cette réunion-là. On n'a pas parlé ce jour-là du Mali. Mais je sais que pour ceux qui... Et je me dis c'est la même chose. Pour tout ce qui est de ces déplacements des gens qui partaient de ces structures pour venir se battre contre l'esclavage, on leur payait le billet d'avion, on leur payait le séjour, l'hôtel, le déplacement. Ils avaient un per diem par jour. Au bas mot, c'est des gens qui prenaient 350 à 400 euros par jour. Mais imaginez, vous venez pour 15 jours de repos, de vacances, vous prenez 350 à 400 euros par jour. Ça vous fait un pactole là. Et vous pensez que ceux-là qui viennent, qui peuvent avoir accès à ces pactoles, vont renoncer à faire ça? Et lorsqu'ils viennent, les histoires qu'on fait, tout est filmé, tout est envoyé. C'est ce qui justifie aussi qu'on leur donne de l'argent. Donc parfois, on a des réactions.